Comme vous le savez, les smartphones et les tablettes sont de plus en plus puissants. Dans ce tutoriel vidéo, vous allez tirer profit de cette puissance en créant un piano virtuel pour Android. L'interface utilisateur de notre piano virtuel prendra tout l'écran. Nous avons donc besoin de définir un thème NoActionBar pour notre application dans le fichier styles.xml. Une fois ceci réalisé, nous allons préciser que l'activité Piano Activity sera affichée seulement en mode paysage dans Android Manifest. D'abord, nous allons créer l'interface utilisateur de notre piano. Nous allons donc créer une vue piano dédiée. Un piano a des touches. Nous créons donc un objet key représentant la touche d'un piano. Une touche aura un son associé à jouer et un objet rectF associé pour le représenter sur l'écran. De plus, une propriété de type booléen nommée down sera utilisée pour déterminer si l'utilisateur appuie sur la touche ou non. Nous générons le constructeur de notre objet key. Maintenant, nous pouvons passer à la création de notre piano view dédié. Elle va surcharger le composant view du SDK standard Android. Nous allons afficher 14 touches blanches sur notre piano. Donc, nous définissons la constante NB de type int à 14. Nous définissons ensuite les objets de type paint pour notre vue, noir pour les touches noires, blanc pour les touches blanches, et jaune pour colorer les touches tapées par l'utilisateur sur l'écran. Nous allons ensuite définir deux maps associant l'index d'une touche à l'objet touche le représentant, une hmap pour les touches blanches et une pour les touches noires. Nous définissons ensuite les propriétés pour stocker la largeur d'une touche et sa hauteur. Enfin, la dernière propriété est réservée à l'Audio Sound Player que nous définirons plus tard pour jouer le son associé à chaque touche. Dans le constructeur, nous allons initialiser les painters et nous allons instancier l'objet Audio Sound Player, qui sera donc défini plus tard. Il n'y a rien d'extraordinaire dans l'initialisation et la construction des painters. Nous définissons seulement les couleurs associées, donc color black pour le painter black, color white pour le painter white et yellow pour le dernier painter. On n'oublie pas de positionner le style à fil pour chaque painter white and yellow. Dans le callback onSizeChanged, nous calculons la largeur d'une touche et nous allons définir la hauteur des touches. La largeur d'une touche est calculée en divisant la largeur de l'écran par le nombre de touches et la hauteur sera celle de l'écran. Avec ces valeurs, nous pouvons créer des objets associés à une touche, que ce soit pour les touches blanches ou les touches noires. Pour chaque touche, nous allons associer une instance de rectF qui sera utilisée pour les représenter à l'écran.
Nous créons l'objet rect F. Et ensuite, chaque touche blanche créée est ajoutée à la map associant un index à l'objet key associé. Nous allons juste remettre un peu d'ordre dans l'ordre des paramètres pour mettre en premier dans le constructeur de key l'objet rect. Ensuite, nous allons instancier les touches de type noir, sachant qu'il y a moins de touches noires que de touches blanches sur un piano. Il y aura donc des exceptions. Pour certaines positions, il n'y aura pas de touches noires. Au niveau des dimensions de l'objet rect associé à une touche noire, il y aura une différence puisque une touche noire ne prendra pas la totalité de la place en hauteur d'une touche blanche ni en largeur. Nous allons donc appliquer un petit coefficient pour réduire la largeur et la taille des touches noires. On ajoute ensuite la nouvelle touche noire à la map associant l'index d'une touche aux touches noires. Dans la méthode onDraw de notre objet PianoView, nous allons commencer par dessiner les touches blanches. Il est bon de noter que les touches seront dessinées en jaune si l'utilisateur est en train d'appuyer dessus et en blanc autrement. Pour cela, nous allons vérifier la valeur du boolean down de l'objet key. Si ce boolean est à true, cela signifie que la touche est en train d'être utilisée par l'utilisateur, elle est appuyée dessus. Nous la rendons en jaune, sinon en blanc. Nous dessinons ensuite les touches noires avec le même principe. Une touche noire sera rendue en jaune si l'utilisateur est en train de toucher cette touche et en noir sinon. Pour cela, nous utilisons les painters définis précédemment. N'oublions pas non plus de dessiner les lignes séparant les touches des simples lignes verticales pour séparer les touches blanches entre elles. Afin de réagir aux événements utilisateurs, nous surchargeons la méthode onTouchEvent de la classe View.
Tout d'abord, nous allons obtenir l'action associée à l'événement de l'utilisateur en appelant la méthode getAction de l'objet event passé en paramètre du callback onTouchEvent. Si l'action de l'utilisateur sur l'écran est de type down ou move, nous allons évaluer à true le booléen isDownAction. Puisque nous supportons plusieurs touches sur notre piano virtuel, nous itérons sur les différents points touchés par l'utilisateur. Le nombre de points touchés par l'utilisateur est retourné par la méthode getPointerCount de l'objet event passé en paramètre. Pour chacun de ces objets, de ces pointeurs touchés par l'utilisateur, nous allons récupérer la position en abscisse en ordonnée en appelant la méthode getX et getY avec en entrée l'index du point touché. Avec ce couple de coordonnées, nous allons pouvoir tenter d'obtenir la touche associée avec les coordonnées du point. Pour cela, nous utilisons une méthode keyForCoords, prenant en entrée un couple de coordonnées et retournant la touche associée. Cette méthode sera définie un peu plus tard dans cette piano view. Si la touche est associée, nous setons la propriété down de cette touche avec la valeur de isDownAction. Maintenant, nous allons pouvoir itérer sur toutes les touches de notre piano virtuel. Si une touche est enfoncée, et si on n'est pas en train de jouer son son, nous jouons le son en appelant la méthode playNote de l'instance de notre audio sound player que nous allons définir par la suite. Ensuite, nous redessinons la vue en appelant la méthode invalidate. Autrement, nous libérons la touche actuelle en appelant la méthode releaseKey définie plus tard. Si la touche n'est pas enfoncée, on arrête le son de la note en appelant la méthode stopNote de l'instance d'AudioSoundPlayer et nous relâchons la touche courante avec la méthode releaseKey. La méthode keyForCoords a été utilisée précédemment pour récupérer la touche associée à un point touché par l'utilisateur sur notre piano virtuel. Nous l'implémentons maintenant et nous itérons pour cela sur l'ensemble des touches du piano blanches et noires. Notre travail se trouve simplifié par la méthode contains de l'objet rect associé à chaque key, qui nous permet de savoir si pour une position donnée à l'écran, ce point est bien présent dans le rectangle représentant la touche. Si c'est le cas, nous retournons la touche associée. Le travail est donc réalisé pour les touches blanches et les touches noires. La méthode releaseKey nous permettra de libérer une touche dans le futur. Dans 100 millisecondes exactement, c'est un choix d'implémentation. Ensuite, nous allons redessiner la vue pour voir les mises à jour sur l'écran grâce à l'appel de la méthode invalidate de l'objet pianoView.
Maintenant, il est temps de passer à la création de l'objet Audio Sound Player qui nous sera utile pour jouer les sons associés aux touches de notre piano. Un piano sans son n'aurait pas été un piano, bien entendu. Chaque son sera joué dans un thread dédié. Donc, nous avons besoin d'une propriété pour stocker les objets PlayThread. Nous définissons une propriété pour stocker le contexte de notre application. Nous définissons ensuite un sparse array pour associer chaque index de touche avec un nom de son. Ce sera la variable soundMap. Enfin, nous allons définir deux constantes, une pour le volume max et une pour le volume actuel des sons que nous allons jouer. Ces constantes ont des valeurs définies arbitrairement. Pour améliorer le piano virtuel que nous créons, vous pourriez choisir de proposer un slider à l'utilisateur pour régler lui-même le volume courant. Vous auriez alors à modifier la variable currentVolume. On initialise l'objet soundMap avec le nom des sons des touches blanches et noires. Pour chaque index, nous associons le nom d'un son. C'est un travail fastidieux, mais loin d'être compliqué, vous en conviendrez. Il est cependant important de bien le réaliser pour éviter des soucis lors du toucher sur une touche et le son ne serait pas le bon lorsqu'il serait joué ensuite. Le travail est réalisé pour les touches blanches, mais également pour le son des touches noires. Il est bon de noter que l'ensemble de ces sons sera stocké au sein du dossier Assets de notre projet d'application Android. Les sons chargés pour notre application seront en format WAV. Dans le constructeur de notre Audio Sound Player, nous allons initialiser l'objet threadMap et nous allons stocker le contexte de notre activité principale. Dans la méthode playNote, nous devons vérifier si une note est déjà jouée ou non par l'Audio Sound Player. Sinon, nous créons un nouveau thread de lecture et nous le démarrons. Alors, nous pouvons l'ajouter dans la map des threads de lecture en cours.
Dans la méthode StopNote, nous supprimons le thread de lecture en cours de la map des threads de lecture. Uniquement si un placeThread est associé à la note que nous passons en entrée de la méthode StopNote. La méthode isNotePlaying nous permet de savoir si une note est en cours de lecture. Comment ? En vérifiant si la note a une instance de placeThread associée dans la map des threads de lecture, tout simplement. Maintenant, nous pouvons créer notre implémentation de placeThread qui sera dédiée à jouer les sons de chaque touche du piano de manière totalement indépendante. Un placeThread aura une note associée. Et bien entendu, un objet AudioTrack issu du SDK Android standard afin de jouer le son qui doit être joué. Dans le constructeur, nous allons setter la note passée en paramètre du placeThread. Ensuite, il nous faut surcharger la méthode run de notre thread. D'abord, nous allons devoir construire le nom du son à jouer pour la note actuelle. Pour cela, nous récupérons le nom du fichier son associé grâce à notre soundmap défini précédemment. Nous ajoutons l'extension wave, puisque nos sons sont au format wave, comme dit précédemment. Nous avons donc expliqué précédemment que les sons sont stockés dans le répertoire Assets de notre projet Android. Nous devons donc ouvrir un Asset File Descriptor pour accéder aux informations du son à jouer. Nous préparons ensuite le buffer pour jouer le son que nous devrons lire. Nous allons instancier et configurer l'objet AudioTrack pour pouvoir jouer le son correctement à l'utilisateur. Nous définissons ses paramètres, la fréquence d'échantillonnage, le type d'encodage, la taille du buffer et le mode stream. Nous allons donc maintenant définir le niveau du volume sur l'objet AudioTrack via sa méthode setStereoVolume. Nous pouvons ensuite appeler la méthode play de l'objet AudioTrack. Ensuite, nous allons devoir lire les données du son à lire via un objet InputStream. Et nous devrons les écrire sur la piste audio pour jouer le son jusqu'à la fin du fichier.
La lecture et l'écriture se faisant de manière simultanée via la méthode write de notre instance d'objet AudioTrack. Enfin, une fois que le fichier a été lu jusqu'à sa fin, nous arrêtons et nous libérons l'audiotrack que nous utilisions, en appelant ces méthodes stop et release. Il est également important de bien libérer l'audiotrack dans un bloc finally au cas où il y a une exception juste avant, et qu'on ne soit pas arrivé au bout du bloc try. Les composants de notre application Piano écrit, nous pouvons définir l'interface utilisateur de notre application Piano désormais. Ce sera assez simple comme vous pouvez le voir à l'écran. Un simple composant graphique Piano View affiché sur la totalité de l'écran, tout le reste du travail étant fait au moment du dessin par l'objet Piano View que nous avons défini précédemment. Enfin, nous pouvons juste regarder le code de Java de l'activité piano, rien à écrire, tout est déjà bon. Tout le travail est réalisé dans l'objet Piano View et dans l'Audio Sound Player. Nous lançons notre application, c'est la meilleure partie du tutoriel. Nous cliquons sur le bouton Run sur Android Studio et nous attendons pendant le build Gradle. Cela peut prendre un certain temps, le temps que l'activité s'affiche. Le build de Gradle peut prendre un certain temps sur ma machine, comme vous pouvez le constater. Il faut donc patienter. Le build est terminé, l'application devrait se lancer rapidement. Voilà, l'application est lancée, nous pouvons maintenant toucher des touches du piano. Il y a semble-t-il un problème sur les touches noires. Nous allons devoir comprendre d'où vient ce problème en retournant au sein du code. Nous allons voir dans la Piano View si le problème vient d'ici. Il faut analyser le code. Les touches sont bien rendues. Le problème semble plutôt venir
de la méthode K4Chords, au sein de la méthode K4Chords, nous allons donc devoir échanger l'ordre dans lequel nous parcourons les touches. Puisque nous parcourions les touches blanches avant les noires, forcément les touches blanches étant... Les touches noires étant écrites sur les blanches, c'est les blanches qui étaient ressorties en premier dans notre test. En affichant les noirs avant les blanches, normalement, cela devrait fonctionner correctement. Cela va plus vite au deuxième lancement, heureusement. Et donc, nous pouvons voir que les touches noires fonctionnent correctement. Ce tutoriel est maintenant terminé. Vous pouvez essayer vous-même l'application créée en téléchargeant ce piano sur le Google Play Store. Cliquez sur le lien dans la partie info de la vidéo dans le coin droit, dans le coin supérieur droit. Pour découvrir plus de tutoriels sur le développement Android, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne S Sorel.